Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors nouveau hors-piste et on se tourne vers une légende dans le Morbihan. La légende du diable et de Saint Gildas. Alors je suppose que c'est Gildas parce qu'il n'y a pas de U. Si c'est mal dit, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Hein. Donc c'est une petite légende assez sympathique que j'ai pas eu l'occasion de faire lors de ma vidéo complète du Morbihan. Parce que trop de légendes. J'avais beaucoup de choix, donc forcément, je l'avais vu passer, je l'avais mis de côté, mais il y avait d'autres légendes qui m'ont plus plu, et du coup je me suis tourné vers ces légendes-là, et j'ai laissé celle-là de côté. Donc je profite de l'occasion du nouveau format des hors-pistes pour me rattraper sur les légendes que j'ai pas pu faire par le passé, et donc revenir sur les départements qui ont déjà été vus dans les épisodes du Brasier d'Éole. C'est un peu du hors-série en gros. Alors c'est parti, on attaque la légende de suite. Dans ce temps-là, Saint Gildas vivait tantôt dans son abbaye de Ruy et tantôt dans la solitude de l'île d'Ouate. Il me semble qu'il y a une ville qui s'appelle justement Saint Gildas de Ruy, mais je suis pas sûr. J'ai pas été regardé pour être honnête. À l'extrémité sud-est de la presqu'île de Ruy, il y avait un énorme serpent. Il avait environ 6 pieds de long et son ventre n'avait pas moins de 60 pieds de tour. Il avait de grandes ailes et une gueule effrayante. Ses dents étaient longues et pointues comme les fuseaux dont se servent les femmes pour filer le lin. Autant le saint était aimé et vénéré dans le pays à cause de ses bonnes œuvres, autant le serpent y était exécré à cause du mal qu'il y faisait, car toutes les semaines, il fallait lui donner un petit enfant à manger, où il serait élevé dans les airs. Où il serait élevé dans les airs et... je vais y arriver. Il fallait lui donner un petit enfant à manger, où il se serait élevé dans les airs et aurait craché tant de feu sur la presqu'île qu'il l'aurait incendié dans un instant. Ouais, donc en gros, fallait lui donner un sacrifice, quoi. Le sort tomba un jour sur le filleul de Saint Gildas. Il devait être la proie du serpent. La mort dans l'âme, la mère prend le petit et va trouver son compère. Elle lui annonce la lamentable nouvelle. Le saint reste quelque temps interdit, car il aimait bien son filleul. À la fin, sa figure s'illumine de joie. « Allez-vous-en à la maison, ma commère, dit le saint, et laissez-moi mon filleul. Le serpent ne le dévorera pas. Il ne dévorera même plus d'enfants. » Ouais, en gros, il a fallu attendre que ça tombe sur quelqu'un de sa famille pour qu'il se bouge. Excusez-moi de lire, hein, parce que là, c'est exactement ce que je viens de lire. Les autres enfants, c'est pas grave, par contre, là, ok, comme mon enfant, et on dirait nos juges. Excusez-moi, petite balle perdue, c'était gratuit. La joie rentre dans le cœur de la mère, elle baisse le bas du manteau du saint. Ah, elle baise le bas du manteau du saint, serre son enfant sur son cœur, le baise plusieurs... Ça passe sur YouTube, ça. Le baise dans le sens baiser, hein, bisous, voilà, je précise au cas où. Le remet à son parrain et se retire. En plus, je lis tranquille, mais c'est vrai que dans le contexte, là, oui, mais dans le contexte, j'ai compris dans le contexte, moi, mais c'est vrai que si on sort du contexte, ça la fout mal. Oh là 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 là, c'est les... Je l'ai pas lu, hein. Je l'avais lu vite fait à l'époque, mais je l'ai pas relu depuis, donc j'avoue que j'aurais peut-être dû la lire avant de faire la vidéo. Maintenant, c'est trop tard, ça sort sur YouTube. Hein. En cheminant, elle faisait ses réflexions. Il a bien dit que le serpent ne mangerait pas son filleul. Il n'a jamais trompé personne, et il aime tant son filleul. Mon fils est donc sauvé. Mais si le diable, car c'était le diable lui-même qui était sous la forme d'un énorme serpent, mais si le diable incendiait le pays, nous serions tous perdus. Mais non, le saint a dit que le diable ne mangerait même plus d'enfants. Il va donc lui faire quitter le pays ou le tuer. Techniquement, s'il les brûle, il les a pas mangés. Moi je dis ça, hein. De son côté, le saint n'était pas resté inactif. Il fit faire une grosse pelote de laine et il fit piquer de grandes aiguilles, la pointe en dehors. Ses préparatifs terminés, le saint monte sur son beau cheval blanc et il se fait donner son filleul qu'il porte ostensiblement sur son bras gauche et la pelote de laine qu'il tient de sa main droite cachée sous son manteau. De l'abbaye de Penvis, au lieu où se trouvait le serpent, il y a près de 4 lieues. Excusez-moi, mon écran est tellement lumineux, j'arrive pas à baisser la luminosité, je trouve pas les autres sur, ça me pète un peu les yeux, c'est vrai que c'est dur à lire là. Puis le site est blanc, il n'y a pas un mode sombre, donc ça aide pas. C'est mon site favori, hein, je l'adore ce site, mais j'avoue qu'un petit mode sombre n'aurait pas été trop. Mais le cheval s'élève au-dessus de la forêt et arrive en un instant près du diable. En voyant le saint arriver avec son filleul, celui-ci est encore plus content qu'à l'ordinaire, car non seulement il va se repaître du sang innocent, mais il va même dévorer le filleul bien-aimé de ce moine, son ennemi mortel. « Ouvre ta gueule !» lui crie le saint.
Les mots qui sont utilisés dedans. Au même moment, le diable ferme ses yeux rouges et brillant comme le feu et ouvre sa gueule effrayante. Aussitôt le saint y jette sa pelote de laine. Les affreuses mâchoires du diable se rapprochent instantanément, mais au lieu de broyer un enfant chrétien, elles sont solidement liées l'une à l'autre par les aiguilles. Le saint avait gardé en main le bout du fil de la pelote. Suis-moi. Suis-moi, crie le saint au diable. Et le saint, avec son fil de laine, conduit le diable à travers la... Excusez-moi. Ah, ça me perturbe. Voilà, c'est fait. Alors, suis-moi, crie le saint au diable. Et le saint, avec son fil de laine, conduit le diable à travers la forêt, jusqu'au grand mont. Rendu sur le bord de la mer, le saint dit à son cheval, « Awat !» La bête se dresse sur ses deux jambes de derrière et saute à l'île d'Ouat, distante d'environ 5 lieues. Bah, sacré saut, la vache. C'est un cheval malais qu'il avait, c'est pas possible. L'effort qu'elle avait fait, alors cheval malais, on l'a vu dans une autre vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, je la mettrai en description au pire. L'effort qu'elle avait fait avait été si grand que ses sabots s'étaient enfoncés dans le roc, et la mer, qui use tout, n'a pu, en 1300 ans, faire disparaître ces deux trous que l'on montre encore aujourd'hui. Ouais, donc ça a laissé des traces, quoi. Rendu sur cette haute falaise, au bord de cette mer si vilaine par moments, le diable comprit ce qu'on voulait lui faire. Il recueille toutes ses forces, se dresse sur sa queue et s'élance en même temps que le cheval de Saint Gildas. Mais au lieu de tomber à Watt, il se heurte contre le Io. Est-ce qu'on a sur la carte le Io où il est? Non. Rocher distant d'Ouat d'une centaine de mètres, ce rocher a la forme d'un pain de sucre. Je sais pas si toutes ces déficits... J'aime bien raconter des histoires, par contre je sais pas si toutes ces petites inconstances dans l'histoire font rendre justice au récit. Ce rocher a la forme d'un pain de sucre, oui, pourquoi pas, mais là dans le contexte de l'histoire, c'est pas important. Après, c'est cool d'avoir raconté l'histoire, les détails sont toujours bons à prendre. Mais là, je pense que ce détail n'était pas... Ou alors le mettre à la fin, ou en parenthèse, ou quoi que ce soit. Avec sa tête, le diable le perce de part en part, puis tombe dans la mer. Tous les pêcheurs d'Ouat, d'Oé-17 des côtes voisines, prennent, en passant par près de ce rocher, leurs précautions contre la rafale du trou du diable. Ah, ben c'est là qu'est né le trou du diable, d'accord. Ok, bon voilà, petite légende, fort sympathique, j'espère que les mots vont passer et que je vais pas me faire retirer cette vidéo, hein. Mais bon, voilà, il y a un contexte à chaque mot et il faut prendre le contexte en compte, hein, je précise. Bon, en tout cas, non, alors, c'est pas des critiques que je fais, hein, loin de là, j'ai adoré cette histoire et franchement c'est une très belle histoire et j'ai passé un bon moment dessus, hein. Et j'avoue que moi j'adore ce genre d'histoire, donc dans tous les cas je passe un bon moment dessus. En gros le saint il a voulu sauver son filleul et il a piégé le diable. Comme d'habitude c'est toujours des pièges un peu inédits dans chaque légende, j'en remarque qu'il s'est jamais piégé de la même manière, que ce soit le diable ou d'autres créatures, il y a toujours une autre façon de faire et je trouve ça vraiment sympathique. Que justement ça montre que toutes les histoires se ressemblent sans se ressembler en même temps. Le coup de la pelote de laine avec des aiguilles dedans, c'est nouveau. Moi perso, j'ai jamais vu ça dans aucune autre légende. C'est pour ça que j'aime bien moi les histoires comme ça, c'est qu'à chaque fois il y a toujours un petit truc en plus ou un petit truc en moins et il y a toujours un truc qui a rien à voir avec les autres légendes et c'est toujours un plaisir. C'est comme les légendes du Pont du Diable par exemple qui à chaque fois sont un petit peu différentes les unes des autres. Il y a toujours une petite nuance et moi c'est pour ces petites nuances que j'aime bien faire justement toutes ces histoires. Même j'aime bien les raconter. Donc voilà. Alors, j'avoue que dans la façon d'écrire la légende, personnellement, je l'aurais pas fait comme ça, mais je suis pas un expert. Donc voilà, moi je suis qu'un conteur et j'assume que moi je reprends juste les légendes et je les réécris de manière à ce que ça passe. Si en fait moi je les écris de manière à pouvoir moi déjà les comprendre. Et si moi j'arrive à les comprendre, je pars du principe que normalement de votre côté vous les comprenez aussi. N'hésitez pas à dire en commentaire si des fois c'est incompréhensible, il n'y a pas de souci, je le prendrai pas mal, au contraire je ferai des efforts encore plus pour rendre ça plus propre. Mais dans tous les cas, c'est vrai que je trouve qu'il y a une façon d'écrire et c'est vrai que des fois une légende qui est mal écrite peut repousser. Ça c'est bon, je dis pas que c'est le cas pour celle-là, mais ça m'est déjà arrivé de tomber sur des histoires qui sont écrites vraiment de façon très compliquée. Et je trouve ça un peu dommage d'écrire les légendes de façon compliquée parce que le but de ces histoires c'est qu'elles soient comprises par le plus grand nombre de personnes. Le fait de les écrire de façon compliquée, ça ferme déjà des portes à beaucoup de personnes qui vont pas se donner la peine de lire. Même moi, et des légendes des fois elles sont écrites de façon tellement compliquée, je me dis bon je la garde pour plus tard. J'ai même pas le courage d'aller la lire, c'est pour dire, hein. Et pourtant j'adore ça, hein. Je finis par la lire tôt ou tard, avec beaucoup de mal, mais voilà.
Et c'est vrai que dans la lecture de cette légende-là, bah, il y a des tournures de phrases, des petits passages, c'est super bien raconté. Si j'avais la diction nécessaire pour le faire, je l'aurais fait d'un premier coup. Entre la luminosité de mon écran et des fois comment c'est raconté, bah, c'est vrai qu'on s'y perd, on sait pas par quel bout prendre la phrase. En plus, moi de mon côté, j'ai encore plus, je pars encore moins gagnant parce que moi j'ai tendance à lire plus vite que ce que je lis. Donc moi, souvent, je lis un mot et je suis déjà 4-5 mots plus loin avec les yeux. D'où le fait que je me reprends des fois et que j'ai du mal à... je perds le fil. Mais voilà, c'est vrai que je trouve que pour moi, il faut vraiment essayer de simplifier les histoires au maximum pour qu'elles soient comprises par le plus grand nombre. Je sais pas pourquoi je suis parti là-dedans pour être honnête, mais je trouve que c'est un sujet assez important aussi d'en parler, parce que c'est vrai que, comme je dis, je tombe souvent sur des histoires qui sont racontées de façon très soutenue, de façon très... ça donne un style, hein. Je dis pas, il y a vraiment un style, et honnêtement, il n'y a rien de mal à ça. Mais c'est vrai qu'en voulant donner trop de style aux histoires, bah des fois on peut perdre des gens qui auraient peut-être été intéressés mais qui veulent pas se donner la peine de les lire parce que style trop soutenu, trop pompeux, trop... Voilà. Alors c'est pas une reproche que je fais évidemment, loin de là, je me permettrai jamais de reprocher. C'est déjà énorme que la personne se soit donné la peine de l'écrire et de la raconter. Honnêtement c'est du très bon boulot, hein. Cette légende est très bien racontée quand même malgré tout. Et d'autres légendes que j'ai lues, même les légendes écrites de façon pompeuse sont très bien racontées, mais c'est vrai que je trouve juste dommage de ne pas les vulgariser. Voilà. Pour moi, on est à une époque où si on veut que ces histoires perdurent encore, il faut les vulgariser comme d'autres les ont vulgarisées en leur temps. Et bah moi, ce que j'essaie de faire aujourd'hui, c'est de vulgariser les contes et légendes populaires, ou moins populaires évidemment aussi, et de les rendre aussi accessibles que possible. Donc voilà, j'ai un peu, voilà, j'ai un peu lancé un petit débat là vite fait comme ça parce que ça m'est venu, mais c'est vrai qu'en lisant l'histoire, bah, ça m'a fait penser ça m'a vraiment fait penser à ces passages-là. Je veux dire, si on prend par exemple la bête se dresse sur ses jambes de derrière et saute de l'île d'Oie, distante d'environ 5 lieues. L'effort qu'elle avait fait, bon ça encore, ça, voilà. L'effort qu'elle avait fait sur ses sabots s'était enfoncé dans le roc et la mer qui use tout n'a pu en 13 ans. Beaucoup de virgules, beaucoup de... voilà, c'est surtout cette phrase-là qui m'a fait penser à ça, parce que là, je sens que la personne qui a écrit la légende a voulu donner un petit style à la légende, a voulu donner un petit type qui justement n'a pu en 13 ans faire disparaître ces deux trucs que l'on montre encore aujourd'hui. Ça aurait été plus simple de dire l'effort qu'elle avait fait avait été si grand que ses sabots s'étaient enfoncés dans le roc à tel point que les marques avaient perduré dans le temps. Voilà, ça aurait été... Pour moi, j'aurais fait cette phrase dans ce sens comme ça. Pas besoin de faire tout un truc avec la mer qui en 1300 ans, ça perd dans la lecture, ça perd le lecteur et au final ça rend la phrase un peu incompréhensible aussi. Elle est compréhensive, hein, mais c'est vrai que à la première lecture, moi j'ai pas tout compris, j'avoue, j'ai pas tout saisi. Donc voilà, c'est cette phrase-là qui m'a fait penser au fait que y a pas mal de légendes des fois que je tombe dessus, et c'est écrit dans un style vraiment pompeux et tout, et forcément... tellement pompeux que des fois ça en devient illisible et je trouve ça dommage. Voilà, c'est juste mon avis sur la question, c'est mon avis tout innocent, ça ne regarde que moi évidemment, ce n'est pas une critique, ce n'est qu'un avis, hein, comme je dis, des avis, tout le monde en a autant que des trous du... Bref, donc voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous avez plu, je vais y arriver, hein, c'est dur, hein. La fatigue aussi, elle aide pas. Je me cherche beaucoup d'excuses. Je suis juste nul en fait, c'est tout, voilà. Simplifions le truc, je suis nul, voilà. Non mais quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Je vous retrouve dans les prochaines vidéos pour qu'on continue à voir d'autres histoires. Ce week-end, je vais enfin pouvoir faire le tournage du bestiaire français, parce que c'est vrai que c'est un truc qui me demande beaucoup de boulot, mine de rien. Et la semaine prochaine, on reprend un nouveau département avec 5 nouvelles histoires. Et on continue évidemment entre chaque vidéo, un petit épisode du jeu que je joue actuellement sur la bête du Gévaudan. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, portez-vous bien et à très vite.